j'ai découvert une vérité cachée depuis très longtemps et qui commence à peine à faire parler d'elle aujourd'hui. Le système a peut-être tué Akira Toriyama, ou alors c'est peut-être nous, vous et moi. C'était un mercredi matin, j'avais 6 ans, l'âge de mon fils aujourd'hui, et je profite que mes parents sont encore occupés à se préparer, tout ça, avant d'aller à l'école, pour discretos me mettre dans le salon. On avait un vieux téléviseur en tube cathodique, je me rapproche de la télé, et je l'allume. Et là, ma vie change, à tout jamais. Dès l'instant où j'ai découvert Dragon Ball, c'était une dinguerie. J'ai découvert les aventures de Sangoku, de ses amis, de sa famille, et un nouveau monde s'est littéralement ouvert à moi. À travers les quêtes et les combats, j'ai vécu un véritable tourbillon d'émotions. Je suis passé des rires aux larmes. Je suis très fier de toi, mon fils. Tu t'es battu comme un chef. Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Dis-lui que je l'aime. Et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan. Papa, reviens! C'est pas ça! Des moments d'extase aux plus grandes peurs. Dragon Ball, c'était vraiment pas qu'une seule série d'aventures extraordinaires, c'était une fenêtre sur un univers où il y avait une forme d'humour que j'aimais bien et qui côtoyait le courage et où chaque gag justement pouvait vraiment donner une forme de légèreté à des enjeux qui étaient quand même vachement sérieux pour l'époque. On parle de survie des habitants de la planète Terre, parfois même de l'univers. Cette série télévisée et les mangas ensuite que j'ai été chopé, ça m'a captivé. J'ai tenté d'imiter Goku et les autres personnages, Vegeta et tout ça en essayant de canaliser mon propre ki. J'essayais de me transformer en Super Saiyan. Et même de lancer des Kamehameha. Non mais sérieusement, quel fan n'a pas fait tout ce que je viens de dire, franchement. Mais Dragon Ball m'a offert plus que de simples divertissements. À travers ses récits de perte et de deuil, il m'a initié au cycle tragique de la vie. Depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Qu'est-ce qui te prend? Mais s'il te plaît, arrête. Je suis grand maintenant. Je ne t'oublierai jamais, mon fils. Cette saga m'a enseigné la valeur inestimable de l'amitié et surtout de la solidarité qu'incarnait le héros principal Sangoku. Ils m'ont montré que tes pires ennemis adversaires pouvaient aussi devenir tes alliés, que l'union faisait la force. Et qu'ensemble, nous pouvions surmonter absolument tous les obstacles qui pouvaient se dresser contre nous. Et qu'il fallait, bien sûr, même quand c'était dur, toujours se le relever. Apprendre de ses erreurs et s'entraîner malgré les échecs pour devenir plus fort encore et encore. Ces leçons et ces valeurs ont façonné l'enfant que j'étais et véritablement guide l'adulte que je suis devenu aujourd'hui. Akira Toriyama, le créateur et auteur de Dragon Ball, qui vient de nous quitter, a vraiment réussi à infuser un esprit Dragon Ball dans absolument tous les autres gros shonen japonais qui sont sortis. Inspirant même de grands auteurs comme Eiichiro Oda, qui reconnaît l'influence indélébile de Dragon Ball sur sa propre création, One Piece. De ces mots, sans Dragon Ball, il n'y aurait pas One Piece. Et même Masashi Kishimoto, qui est l'auteur de Naruto, a reconnu que cet esprit s'est retrouvé également dans son œuvre. Et elle s'est retrouvée chez moi,
et peut-être même chez certains d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo. Dragon Ball en 40 ans est devenu énorme. 250 millions de livres vendus, et je crois que c'est que les chiffres du Japon. Des adaptations diffusées vraiment partout. Une adaptation aussi un peu ratée. N'en parlons plus. Bref, le monde entier a découvert Dragon Ball. Ça a été traduit dans je ne sais combien de langues, et il y a même eu 120 jeux qui ont existé, toutes consoles et arcades confondues. Je pense que vous l'avez très bien compris, il y a un avant et un après Dragon Ball. Et aujourd'hui, face à la disparition de ce grand maître, qui a même été nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres par le ministère français de la culture, c'est vous dire, eh bien, le monde perd l'un de ses pères. Et si vous voulez comprendre tout le lore et toute la magie qu'il y a derrière, je vous invite vraiment à suivre la chaîne de mes amis DB Times, Léo et Max, qui sont juste, pour moi, les meilleurs dans ce domaine. Ainsi que la chaîne de Paul, qui a fait une rétrospective d'Akira Toriyama, qui est pour moi, et de loin, la meilleure biographie du personnage. Ouais, Dragon Ball est un festival de références subtiles à toute cette pop culture, et elle a réussi vraiment à travers les années à faire de moi un fan incontesté, mais pas que moi. Aussi des milliers, je dirais même des centaines de milliers, partout sur Terre. Ah bah oui, forcément. Shut up and take my money. Vous l'avez déjà compris, je pense, en tout cas pour les plus fidèles qui suivent cette chaîne depuis pas mal de temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah, soyez bienvenus et abonnez-vous. J'espère que vous aimez déjà ce petit starter. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, hein. Mais en tout cas pour les plus fidèles, vous savez que nous avons l'habitude d'aborder les limites planétaires, le changement climatique, le contexte social, la limitation des ressources, un peu de géopolitique et d'économie, pour savoir à quelle sauce on va être mangé ou à quelle sauce justement nous allons pouvoir faire en sorte de sauver le monde un maximum, en tout cas pour les générations à venir et même pour notre génération à nous. Ça, c'est nos sujets de base. Alors certains vont se dire, mais quel est le point commun entre les limites planétaires et Dragon Ball? Il n'y a aucun lien. Vraiment, je suis très sérieux. Je vois pas le rapport. Regardez ça. 俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ頼んだぞ余計なお世話だ出来損ないめEt parmi toutes ces leçons de vie, Dragon Ball m'a également ouvert les yeux sur les sacrifices que sont en train de faire en ce moment les auteurs de manga, qu'on appelle les mangaka. Et figurez-vous que j'ai découvert une vérité cachée depuis très longtemps et qui commence à peine à faire parler d'elle aujourd'hui. La disparition d'Akira Toriyama nous confronte aux réalités méconnues du monde du manga. Et je voudrais vraiment profiter de cette vidéo comme occasion pour nous interroger justement sur les conditions de travail parfois très obscures dans lesquelles ces artistes évoluent. Mais pour comprendre tous les tenants et aboutissants, il va être important de commencer par expliquer qu'est-ce que la vie d'un mangaka. Un mangaka est un auteur ou une autrice de manga. C'est un genre de bande dessinée qui vient du Japon et il peut aussi bien être le dessinateur que le scénariste. Mais c'est quoi la vie d'un mangaka? Eh bien imaginez quelqu'un qui se lève tôt, parfois avant l'aube, accueilli non pas par le chant des oiseaux à son aise, mais par son réveil, rappelant que sa vie est dictée par une deadline.
Une tasse de café à la main, il s'installe à son bureau. Imaginez un espace qui est envahi par des montagnes de croquis, de manuscrits, de pots de crayon, et c'est là que tout commence. Le crayon sur le papier, ça gratte, des feuilles en pagaille, on fait, on recommence. Il s'attelle à la tâche herculéenne en fait de donner vie à ces personnages, à leur design, au monde dans lequel ils évoluent, aux péripéties, à l'aspect politique, à la logique qui est développée dans cet univers qui sort de son imagination. Et les heures s'enchaînent et s'enchaînent. Il n'y prête pas trop attention, il jongle entre la création de storyboards, le dessin méticuleux de chaque panneau, de chaque case, et l'ancrage précis qui donnera définitivement vie à ses créations, et parfois il s'arrête, le regard perdu au loin, cherchant l'inspiration dans les recoins les plus profonds de son imagination, ce qui forcément l'amène à recommencer encore et encore. L'estomac forcément finit par crier famine, parce que c'est beaucoup d'énergie que le cerveau développe, mais le déjeuner est très rapide, souvent un snack qui est vite fait là comme ça pour apaiser l'estomac. Ou encore des boissons énergisantes et du café pour se donner des ailes. Car il n'y a pas de place pour la lenteur dans le quotidien d'un mangaka. Ça n'existe pas. Chaque minute est précieuse, chaque instant est consacré à la poursuite de la perfection artistique, car entre-temps, l'heure tourne. Concentré sur ces quelques pages, tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est son éditeur qui l'appelle. C'est un allié, mais aussi un employeur. Et vous le savez très bien qu'un allié et un employeur, parfois, ça fait pas bon ménage dans un système qui met la pression. Ils discutent des progrès réalisés, échangent des idées, et souvent, malheureusement, ils se heurtent. Boum, il y a la divergence de la créativité. L'éditeur veut que ça parle au public, mais l'artiste, lui, il veut d'abord que ça lui parle. Et la pression est immense, mais toujours avec un but qui tente de garder en commun. Produire le meilleur manga possible pour des fans impatients de connaître la suite. Oui, c'est toujours difficile de respecter les délais. Mais je sais que mes lecteurs attendent la suite de l'histoire. Et c'est ça qui me motive. Mais il n'y a pas que. Il y a également la grande industrie du divertissement et du marketing qui attend la suite avec impatience pour reproduire l'œuvre en animé, en jeu vidéo, en produits dérivés pour que tourne à son tour la grosse machine industrielle, qui aujourd'hui est une des raisons pour lesquelles nous avons dépassé toutes les limites planétaires et que nous envoyons véritablement le monde droit à sa destruction. Et pendant qu'il gratte et qu'il gratte, la nuit tombe, il ne s'en rend même pas compte, et le travail, lui, ne connaît pas de fin. Notre mangaka armé d'une détermination inébranlable, et surtout d'abord d'une passion ardente pour son art, continue d'avancer, page après page, jusqu'à ce que la fatigue et l'épuisement physique l'emportent, et il lâche inconsciemment son travail, en s'effondrant littéralement sur son bureau. Jusqu'au lendemain, où il reproduit exactement le même schéma, ainsi que le surlendemain. Et ce qui est particulier pour le mangaka, c'est que ça continue sans arrêt. Il ne prend pas de congé, il ne prend pas de week-end. Il continue inlassablement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toute sa vie. La limite humaine est atteinte. Et ces dernières années, plusieurs auteurs japonais adulés dans le monde entier sont décédés. Trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. Par exemple, Kentaro Miura, auteur de l'œuvre inachevée de Berserk, à 54 ans. Buichi Terasawa, auteur de Cobra, 68 ans. Et Nami Sano, à 36 ans. Akira Toriyama, le créateur du manga et de la série animée Dragon Ball, vient compléter la liste en s'éteignant à l'âge de 68 ans, le vendredi 8 mars 2024. Il n'y a rien qui vous a gêné là dans les chiffres que je vous ai donnés? Non, parce que quand on va regarder quelle est l'espérance de vie moyenne d'un homme japonais, elle est de 84 ans. Et les mangaka, eux, voient leur espérance de vie réduite à 68 ans. Exactement l'âge où Akira Toriyama nous a quittés. Et mourir 15 ans plus tôt, c'est énorme. Et ce n'est absolument pas anodin. Personne n'en parlait jusqu'à ce que tout ait commencé à savoir avec un tweet. Et c'est concernant le chapitre 178 de Jujutsu Kaisen qui ne sortirait pas dans l'hebdomadaire Shonen Jump parce que la santé de J.J. Akutami, qui est l'auteur de ce manga, est au plus mal. Et là, ce n'est plus une coïncidence ou un fruit du hasard. Par exemple, Hajime Isayama, qui est l'auteur de Shingeki no Kyojin, ou si vous préférez l'Attaque des Titans, qui est un succès international, littéralement on peut appeler ça le manga de la décennie de 2010 à 2019-2020, et qui a confié dans quelles conditions il devait rendre son travail en fin de mois. Je prenais 1 semaine de repos, puis à l'approche de chaque publication, c'était 3 semaines de travail d'affilée, avec seulement 2 ou 3 heures de sommeil par nuit.
2 ou 3 heures de sommeil par nuit, je sais pas ce que diraient les médecins, mais je crois qu'ils diraient que c'est pas bien. Et Akira Toriyama, avant de connaître le succès mondial avec Dr. Slump et Dragon Ball, a traversé une période de défis et d'échecs. 全然ダメだったみたいですね。ああ、どういうところでダメってお分かりになったこう雑誌の最初の方にアンケート用紙っていうのがあるんですね、面白かったものに丸をつけろと、でそれで集計すれば分かるんですけど、思いっきりドベでした。思いっきりドベ、思いっきりドベっていうのは面白くないとかそういうこと？そうですね。やっぱり Et c'est une réalité que partagent absolument tous les mangaka, car le travail acharné ne garantit pas toujours le succès, et ça, c'est dans tous les métiers. Et dans ce milieu, malheureusement, les mangakas se retrouvent aussi piégés par leur passion, devenant des esclaves de leur art. À l'approche de chaque échéance, je ne me souciais plus de bien dessiner, de plaire au lecteur ou du nombre d'exemplaires vendus. Ce qui m'obsédait, c'était cette date fatidique de livraison. Et lorsque ça cartonne et que ça perce et que ça devient un gros succès, eh bien, ils deviennent prisonniers de l'industrie du divertissement qui exige d'eux une production constante pour satisfaire un public, donc vous et moi, de plus en plus habitués à être surexposés au divertissement et qui forcément s'y habituent, et quand tu t'y habitues, tu veux encore, et donc... Je suis trop drogué. Et cette pression incessante pour produire et innover, combinée à la culture du travail au Japon qui est quand même relativement plus intense qu'ailleurs, eh bien elle peut conduire à l'épuisement professionnel, voire même à la dépression. Et non seulement c'est le cas dans l'industrie du manga, mais aussi dans celle du jeu vidéo. C'est très connu pour ça, il y a des studios de développement qui mettent véritablement une pression pas possible à leurs développeurs. Mais pas que, également sur TikTok et même ici sur YouTube, où là ce ne sont pas des êtres humains et des maisons d'édition qui mettent la pression sur les artistes, mais plus les algorithmes. Donc c'est encore pire parce que ce sont des robots qui favorisent davantage la fréquence de publication, qui forcément exacerbe la pression au travail, incitant les créateurs à privilégier plus la quantité que la qualité. C'est une telle souffrance que pour m'en libérer, j'en arrivais à accepter de sacrifier la qualité de mon dessin. Au détriment justement de leur bien-être et parfois même de leur santé. Comme je me penche un peu trop pour dessiner, j'ai souffert de terribles douleurs au dos. Je me collais des bandes pour me redresser. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je refuse de me mettre à sortir des vidéos de façon quotidienne. Je sais que YouTube n'attend que ça pour pouvoir faire monter les courbes des vues et à la rigueur des abonnements, pour au final rentrer potentiellement dans une course beaucoup trop effrénée. Et je crois forcément que ça ne va pas améliorer la qualité de mon contenu. Mais pour revenir à nos amis mangaka, parfois on atteint le succès et la reconnaissance, et du coup cette cadence infernale, malheureusement laisse les créateurs très souvent insatisfaits, voire littéralement dégoûtés de leur métier, leur faisant perdre de vue la passion initiale qui les a poussés vers cette voie. Et donc cette situation souligne vraiment l'importance de trouver un équilibre entre la création et le bien-être personnel pour que ces artistes puissent continuer à innover sans sacrifier leur santé mentale et même physique pour notre imaginaire et notre divertissement. Vous pourrez croire qu'Akira Toriyama est mort épuisé au boulot. Alors non, je vous rassure, il n'en est rien. Je fais pas de lien de causalité, mais éventuellement de corrélation. Vous allez comprendre mon propos. Car là, pour l'instant, j'ai vraiment voulu attirer l'attention sur le fait qu'il est parti plus tôt que la moyenne, plus jeune, d'un hématome sous-dural. Alors on va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais sachez qu'il en existe 2 formes. Une aiguë, nécessitant une intervention urgente, et une chronique qui se développe très lentement. Alors je ne sais pas du tout de laquelle souffrait Akira Toriyama, mais ce qui est sûr, et c'est là que j'amène mon petit lien de corrélation, c'est que la vie surproductive d'Akira Toriyama, marquée par des périodes passées où il ne dormait que quelques heures par jour pour respecter les délais de publication, peut légitimement poser des questions sur l'impact sur sa santé à long terme. 9巻までさっき申し上げたように2248万部という大変な部数なんですけれども、これからもまた連載ずっと続けてらっしゃるから。はい。もうあと少しぐらいはまだ書けるかなと思ってるんですけど。でもこのジャンプに連載を始めになりまして丸3年と4ヶ月。そうですね。1回もお休みになったことないんですってね。はい、ないです。休むっていう作家の方あんまり見えないですよ。やっぱり。毎週です。でしょうね。で随分大体何ページを？大体13ページか15ページぐらいですけど。Voici une petite partie du discours d'Akira Toriyama qu'il était censé faire au Tokyo Anime Awards Festival de 2024.
Je voudrais remercier tout le monde qui m'a soutenu jusqu'à maintenant. Je ne suis pas sûr de tout ce que je pourrais faire de plus, car je n'ai pas beaucoup confiance en ma santé. C'est probablement dû à mon style de vie quand j'étais plus jeune. Et en ce qui concerne Akira Toriyama, on l'a pas laissé tranquille. Dragon Ball Daima, qui sera diffusé en 2024, était à l'origine prévu pour être un nouvel animé sans ma participation. Mais au fur et à mesure que je donnais des conseils, j'ai fini grandement impliqué dans le projet sans m'en rendre compte. Je n'étais pas seulement impliqué dans le scénario en général, mais dans tout l'univers, le chara-design, les mechas et d'autres aspects. Et n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Mais est-ce que notre nostalgie ne lui en a-t-elle pas trop demandé ? Toriyama voulait prendre sa retraite, c'était acté. Dragon Ball Z s'était terminé de façon parfaite le 31 janvier 1996, en tout cas en ce qui concerne sa diffusion en télé, quelques mois auparavant en papier. Hurrah! Encore une fois, ton cri doit venir du plus profond de toi! Hurrah! Son Goku a enfin retrouvé sa joie. Pour donner un sens à sa vie, il a choisi de superviser personnellement l'entraînement de cette graine de champion. Mais cela n'a pas suffi. Il en fallait encore pour l'industrie. Dragon Ball GT est arrivé. Dragon Ball est encore revenu, puis le film en 2013, jusqu'à la nouvelle série Dragon Ball Super, ou encore maintenant l'annonce du nouveau Dragon Ball Daima. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de forcer ? Eh bien parce que ça nous fait du bien, oui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la nostalgie est une émotion qui assoit l'identité. Elle donne un sentiment d'appartenance. Elle a une fonction positive dans un monde en perte totale de repères. La nostalgie, c'est littéralement une bouée de sauvetage pour notre cerveau, plus précisément pour notre santé mentale, dans un monde qui se fragmente et qui devient incertain. Vous savez, on aborde beaucoup des sujets écologiques sur cette chaîne, et si vous êtes abonné ici, c'est parce que vous savez, vous avez conscience aussi, ou peut-être pas, et vous allez peut-être le découvrir en vous abonnant à cette chaîne, que le monde change tellement qu'avant il était possible de se projeter dedans, mais qu'aujourd'hui ça devient très compliqué avec les pertes de biodiversité et le changement climatique. Tu cumules à ça la pression géopolitique, l'anxiété et la fracture sociale, et malheureusement, tout ça nous amène à quoi ? À avoir besoin de nostalgie. Une forme de drogue en fait. Selon les chercheurs Yoshiaki Kikuchi et Madoka Noriuchi, nourrir cette nostalgie permet de se relever d'un épisode de détresse psychique, comme une dépression, un mal-être global, ainsi que l'anxiété, et aussi l'éco-anxiété. Et la nostalgie va être capable de stimuler des mécanismes de la résilience dans nos cerveaux. En fait, le mécanisme va faire en sorte que cette émotion de nostalgie transfère les pensées négatives vers une zone de confort et de sécurité, et donc de dopamine. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont par ailleurs observé l'impact par IRM sur le cerveau du visionnage d'images associées au passé. Résultat, le professeur Kentaro Oba, principal auteur de l'étude, a révélé une activation de la mémoire et du circuit de la récompense impliqué donc dans la sécrétion de dopamine. C'est l'hormone du plaisir. Cette émotion qu'est la nostalgie permet donc de transférer les pensées négatives vers une zone de confort et de sécurité. Et plus les individus ont une santé mentale fragile et vivent de l'anxiété, plus l'industrie du divertissement, justement, va être nourrie. Et ça, les équipes marketing l'ont très bien compris, vu la masse d'adaptations, de remakes, de suites, de reboots de l'industrie du divertissement. Et c'est ce qui explique aussi en partie le carton de la chaîne de Brigitte Lecordier, qui est la voix officielle de Son Goku. Salut, c'est Brigitte, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi Brigitte, je l'adore, bisous à elle. Et c'est pour cette raison aussi que des immenses studios comme la Toei Animation et la Shueisha ont compris qu'il y avait un maximum d'argent à gagner par du merchandising et des produits dérivés. Car incarner ta nostalgie dans des objets physiques chez toi, ça crée aussi ta dose de dopamine. Et même le nouveau jeu Dragon Ball, qui est en cours de développement et qui va bientôt sortir, a été déjà marketé et vendu en jouant sur la nostalgie de ceux qui étaient fans de la série de Tenkaichi, qui date d'il y a plus de 15 ans et qui sont réputés comme les meilleurs jeux vidéo Dragon Ball jamais développés. Vous savez, Akira Toriyama n'a été que très peu impliqué dans ces processus.
Je vous ai dit, le mec voulait prendre sa retraite depuis longtemps. Il a rajouté quelques éléments clés de l'histoire, assez vagues, avec lesquels le nouveau dessinateur Toyotaro a dû se débrouiller. Et tout ce qu'il fallait au studio, c'était le nom de la légende, Akira Toriyama, pour rassurer absolument tous les fans que l'œuvre est bel et bien dans la continuité de ce qui ressort de l'esprit de Toriyama, alors que le mec, on n'avait plus rien à foutre depuis longtemps. Il voulait simplement, en fait, qu'après toutes ces nombreuses années où il s'est donné, eh bien qu'on le laisse tranquille. Très loin de cette méga machine qui en demande toujours plus au point d'avoir un impact sur la santé des mangaka, mais pas que. Cette méga machine, elle fait ça à beaucoup d'êtres humains sur Terre. Produire, 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 encore et encore. Dragon Ball, ça vaut vraiment très cher. C'est l'une des plus grosses franchises du Japon, évaluée à plus de 23 milliards de dollars. Et tout ça va vraiment très loin. La Toei Animation a annoncé qu'en Arabie Saoudite, ils allaient créer le premier parc d'attractions consacré au monde de Dragon Ball. Et oui, bien sûr que je suis un grand fan de Dragon Ball, et cette série m'a tellement passionné que l'ouverture d'un parc d'attractions me donne juste une envie, c'est d'y aller. Mais attendez un instant, est-ce que c'est moi qui ai envie d'y aller ? Ou alors le marketing a compris comment fonctionnait mon cerveau ? Qu'ayant forgé mon identité sur Dragon Ball, que me rappeler de mes souvenirs d'enfance me fait du bien, une période d'insouciance. Et que revivre ces moments passés, cette nostalgie, à travers une expérience grandeur nature, que l'illusion de plaisir que ça me procurait n'aurait pour vocation que de me prendre de l'argent et réitérer l'expérience encore et encore et encore. Toriyama voulait fuir ce monde. Il n'a pas regardé ces animés. Il voulait juste vivre tranquillement, très loin du brouhaha mondial de Dragon Ball. Et sans doute, très loin de ça aussi. En hommage à toutes celles et ceux qui nous ont apporté tant de joie à travers leur art, comme a pu le faire Akira Toriyama, nous ne devons pas hésiter à nous mobiliser pour eux et réfléchir à notre rapport au divertissement. Est-il là pour nous faire oublier l'état du monde et celui des humains? N'a-t-il plus qu'une vocation à activer une forme de dopamine chez nous pour donner notre argent et à enrichir une poignée d'actionnaires, sachant que les maux du monde, MAUX, nourrissent davantage leur portefeuille que l'habitabilité de la planète Terre et la survie des prochaines générations. Si maintenant vous me demandez, Vince, qu'est-ce que nous on peut faire? Eh bien, n'hésitez jamais à demander des comptes sur les réseaux aux majors du divertissement pour leur faire comprendre que nous ne voulons pas recevoir du rêve et de l'imaginaire au détriment de la santé des créateurs. Et si jamais vous aussi vous avez d'autres idées pour contrecarrer cette machine industrielle du divertissement qui trouve plein de techniques possibles et imaginables pour nous faire prendre des abonnements à tout ce que vous voulez comme truc de stream, bah, n'hésitez pas, hein, toutes les propositions sont bonnes bien sûr en commentaire. Bon, j'ai un truc très important à vous dire dans quelques secondes, mais d'abord je voulais vous dire merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'ai décidé de sortir un petit peu des sentiers battus de cette chaîne, tout en conservant l'ADN de nos sujets. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez su reconnaître en partie aussi le fanboy de Dragon Ball que j'ai pu être et que je suis toujours d'ailleurs. Merci à vous tous d'avoir regardé jusqu'ici. On vise les 100 000 abonnés pour 2024, donc je sais pas si je dois invoquer le dragon pour les demander, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si on est nombreux à traiter les sujets des limites planétaires, épuisement des ressources et des conditions humaines, eh ben éventuellement peut-être que ça nous permettra de bien nous rassembler quand on vivra des chocs. Enfin des chocs, on en vit déjà à l'échelle de la planète Terre. Ça dépend bien sûr d'où vous nous regardez. Merci en tout cas à vous tous, et surtout n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, voilà, comme je dis souvent, faites le bien, et à bientôt sur Limite, et rest in peace, Akira Toriyama Sensei. Chou arigatou gozaimasu.